Regardez cet homme, allongé tout en bas du tableau, dans l'angle gauche. Une chaussette bleue lui reste à la jambe gauche. L'autre pied est nu. Sa chemise blanche est grande ouverte sur sa poitrine immobile, et son pantalon a glissé jusqu'aux genoux. Cet homme n'a pas péri sur cette barricade parisienne. Il vient d'un autre tableau, peint 11 ans plus tôt, et Delacroix l'a repris presque trait pour le glisser sous les pieds de la liberté. Alors, 3 questions vont nous occuper aujourd'hui. Pourquoi Delacroix a-t-il glissé, au cœur de son plus grand triomphe politique, un corps emprunté à une autre toile? Pourquoi un détail minuscule sous le bras de la liberté a-t-il scandalisé Paris bien plus que les corps entassés à ses pieds? Et que cachaient les couches de vernis jauni que les restaurateurs n'ont enlevées qu'en 2024? Voici ma thèse. Ce tableau ne célèbre pas simplement la victoire de la liberté. Il expose le prix humain de la Révolution de Juillet. Cette toile s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Eugène Delacroix l'achève à Paris en décembre 1830. Elle mesure 2,60 m sur 3,25 m et elle est accrochée aujourd'hui au Louvre, dans la salle Mollien. Mais avant de parler de Delacroix lui-même, regardons sous le bras qui tient le drapeau. C'est précisément là que ce tableau a commencé à déranger ses premiers spectateurs. Au premier regard, la liberté ressemble à une déesse antique, tout droit sortie d'un musée. Seins nus, port altier, drapeau à bout de bras. Mais regardez sous ce même bras levé, là où la lumière frappe le plus fort. On y voit une tache sombre, parfaitement réaliste. Des poils sous l'aisselle. Ce détail, presque personne ne le remarque en passant devant le tableau. Et pourtant, en 1831, au Salon de Paris, ce détail fait partie de ceux qui choquent le plus les critiques, davantage encore que la poitrine dénudée. Le journaliste Ambroise Tardieu, entre autres, accuse Delacroix d'avoir peint la Révolution avec de la boue. On attendait une allégorie propre, lisse, sculptée dans le marbre. Delacroix conserve à son corps l'échelle monumentale de la peinture d'histoire, mais il refuse de lisser sa peau comme celle d'une statue. C'est précisément ce mélange de grandeur académique et de détails corporels crus qui rend la figure instable, presque dérangeante pour l'œil de 1831. Je crois que Delacroix a placé cette tache exactement là où l'œil finit toujours par se poser, juste sous le bras qui tient le drapeau interdit, comme si la crasse et la politique ne pouvaient plus être séparées. La liberté, chez lui, sent la poudre, pas le marbre. Sur la tête de cette même femme, un bonnet rouge, à la pointe recourbée vers l'avant. Ce bonnet mêle 2 traditions que la Révolution française avait rapprochées, le pileus romain des esclaves affranchis et le bonnet phrygien, hérité de l'Antiquité. Sous la Restauration, ces symboles renvoient directement à l'héritage révolutionnaire que le régime des Bourbons avait écarté. En juillet 1830, le tricolore revient précisément avec l'insurrection. Le roi Charles X vient de signer les ordonnances de Saint-Cloud qui suppriment la liberté de la presse et dissolvent la Chambre. Et Paris se couvre en quelques heures de plus de 4000 barricades. 3 jours d'émeutes, qu'on appellera plus tard les 3 Glorieuses, suffisent à faire tomber la monarchie des Bourbons. Le bonnet et le drapeau que porte la liberté ne sont donc pas des ornements décoratifs. Ce sont les 2 objets que la loi, 1 mois plus tôt encore, aurait voulu voir disparaître des rues de Paris. Et Delacroix dans tout cela. Il a 32 ans, une réputation déjà installée, et la protection de la cour de Charles X, qui lui a déjà valu des commandes officielles et des distinctions. Il ne prend pourtant pas les armes, il observe. En octobre, il écrit à son frère, officier de l'Empire, une phrase qui ressemble presque à une excuse. Il n'a pas combattu pour la patrie, dit-il, alors il peindra pour elle. Ce n'est qu'une fois les combats terminés qu'il enfile un uniforme, celui de la garde nationale, pour patrouiller dans Paris et protéger les collections du Louvre des pillards. Sa révolution à lui reste une affaire de pinceau, jamais de fusil, et cette distance, on la sent jusque dans la toile. Personne, dans cette foule, ne ressemble à un héros serein. Tous ont le visage de gens qui n'ont pas dormi depuis 3 jours. À la droite de la liberté, un peu en avant d'elle, court un adolescent coiffé d'un béret d'étudiant, 2 lourds pistolets de cavalerie à la main. Les historiens l'associent aux gamins de Paris qui, cet été-là, se sont réellement battus sur les barricades aux côtés des adultes. Ce garçon sera plus tard surnommé Gavroche, tant la ressemblance avec le héros de Victor Hugo paraît naturelle. Mais le roman Les Misérables est postérieur de plus de 30 ans.
et rien ne prouve que Hugo ait directement copié cette silhouette. Ce qu'on peut affirmer, en revanche, c'est que Delacroix, dès 1830, a déjà peint l'image que la littérature française mettra une génération à retrouver. À gauche de la liberté, un homme décidé, en haute forme noire et redingote sombre, serre un fusil de chasse à 2 coups. On le lit généralement comme une figure de la bourgeoisie libérale engagée aux côtés du peuple. La conservatrice Hélène Toussaint a montré en 1982 que son profil ne correspond à aucun autoportrait connu de Delacroix, malgré une légende touristique tenace qui en faisait le peintre lui-même. Plusieurs identifications ont ensuite été proposées. L'homme de théâtre Étienne Arago ou Frédéric Villot, un ami conservateur du musée. Aucune ne s'est imposée avec certitude. Ce qui reste solide, en revanche, c'est le choix de Delacroix. Il n'a pas eu besoin de se peindre lui-même au milieu de l'émeute. Il a préféré y peindre tout le monde, sauf lui. Plus loin, presque invisible dans l'ombre à l'extrême gauche du tableau, un garçon aux yeux écarquillés s'agrippe aux pierres de la barricade. Son bonnet est militaire, celui d'un voltigeur de la garde nationale. Sur ce visage d'enfant, ce simple vêtement brouille déjà la frontière entre la rue et l'armée, entre le civil et le soldat. Tout près du corps à la chaussette bleue, à demi caché sous lui, un second corps gît, face contre terre, dans l'uniforme lourd de la garde royale. Ce n'est pas un ennemi étranger, c'est un soldat français, tué par d'autres Français. Cet uniforme correspond à celui des troupes que Charles X avait engagées, ce jour-là, pour tenter de tenir l'hôtel de ville. La liberté ne marche donc pas sur les corps d'un envahisseur, elle marche sur les corps de ses propres compatriotes. Ce qui me frappe, c'est que Delacroix place ce soldat exactement dans l'axe où avance la liberté, comme si l'ordre ancien, écrasé sous elle, montrait lui-même du doigt le chemin vers ce qui vient après lui. Revenons au corps du tout début, en bas à gauche du tableau. Il est à demi dévêtu, privé jusqu'à ses chaussures de toute dignité héroïque, un pantalon glissé aux genoux, un seul pied encore protégé par sa chaussette bleue, l'autre entièrement nu. Qu'il évoque un corps dépouillé dans la nuit ou simplement la brutalité du combat, le résultat visuel est le même. Delacroix refuse de nous donner un martyr propre et intact. Même la mort sur cette toile n'a droit à aucune mise en scène flatteuse. Pendant presque 2 siècles, ce tableau a semblé baigné dans une lumière brune et jaunie, presque couleur caramel, une teinte que beaucoup de visiteurs associaient spontanément au caractère sombre et grave de la scène. Entre 2023 et 2024, les restaurateurs du Centre de recherche et de restauration des musées de France retirent plusieurs couches de vernis oxydé, jusqu'à 8 selon certaines publications, accumulées sur plus d'1 siècle. Une partie de cette tonalité brune venait donc simplement du vieillissement du vernis. Sous ces couches, Delacroix apparaît plus froid, plus contrasté, beaucoup plus lumineux. La tunique de la liberté révèle une base gris clair sous les touches jaunes. La fumée de poudre en arrière-plan retrouve des nuances de gris, de rose et de blanc que les vernis jaunis avaient depuis longtemps étouffés. Et le sang sur les blessés redevient d'un rouge carmin, vif, presque insoutenable. 4 ans avant la liberté, en 1826, Delacroix avait déjà expérimenté une formule visuelle très proche. Il peint alors la Grèce sur les ruines de Missolonghi. Une femme drapée, les bras grands ouverts, debout sur les décombres d'une ville grecque massacrée par les troupes ottomanes. Déjà cette même idée, une allégorie féminine, monumentale, plantée directement sur un sol jonché de morts. Comparez les 2 poses, et vous verrez le même geste repris à 4 ans d'intervalle. Une femme plus grande que la mort, debout au-dessus d'elle. La liberté guidant le peuple n'est donc pas une improvisation née dans la fièvre de juillet. C'est une formule que Delacroix avait déjà mise au point en pensant à un pays étranger, avant de l'appliquer à sa propre capitale. 18 ans plus tard, en 1848, un autre peintre se tient devant une autre barricade parisienne, et il fait exactement le choix inverse. Ernest Meissonnier, capitaine d'artillerie, a vu de ses propres yeux le massacre des journées de juin. Sur sa toile, la barricade, rue de la Mortellerie, aucune déesse ne se dresse au-dessus des corps. Pas de drapeau triomphant, pas de bonnet rouge, pas de mouvement vers l'avant. Juste un tas plat, gris, de cadavres entassés sur le pavé, sans direction, sans allégorie pour les racheter. Placez ces 2 toiles côte à côte et vous comprenez d'un coup ce que fait vraiment Delacroix 18 ans plus tôt.
Il enveloppe l'horreur dans un mythe antique pour la rendre supportable. Enlevez la déesse, comme le fait Meissonnier, et il ne reste qu'une boucherie sans nom. Tout au fond, à droite, dans l'épaisseur de la fumée, 2 tours carrées émergent d'à peine, celle de Notre-Dame. Sur l'une d'elles flotte un tricolore minuscule, presque invisible sans un très gros plan. Ce petit tricolore ancre la scène dans Paris et rappelle la victoire de l'insurrection, sans transformer le décor en relevé topographique exact. Et tout en bas de la toile, sur une poutre grossièrement taillée de la barricade, une inscription discrète, presque effacée par la texture du bois, la signature du peintre et la date. Delacroix n'a pas seulement peint cet événement, il l'a daté, comme un témoin qui signe sa déposition. Mais il y a un détail dont je n'ai pas encore parlé. Le corps à la chaussette bleue, celui du tout début, regardez-le une nouvelle fois. Son torse est tordu dans une position que personne ne peut tenir vivant. Les épaules tournées d'un côté, les hanches de l'autre, la colonne comme brisée par la pose elle-même. Ce n'est pas un hasard de composition, c'est une citation. En 1819, 11 ans avant la liberté, Théodore Géricault expose le radeau de la Méduse, le récit encore brûlant d'un naufrage réel où des survivants, à la dérive, en sont venus aux pierres pour survivre. Sur ce radeau, un corps est allongé, à moitié dévêtu, dans une torsion presque identique à celle de notre homme sur la barricade. Placez les 2 toiles côte à côte. Aujourd'hui, elles sont accrochées dans la même salle Mollien, au Louvre. La parenté saute aux yeux. Même angle du bassin, même bras rejetés en arrière, même tension dans le corps. Le radeau de la Méduse reste, pour le jeune Delacroix, une référence majeure. Il avait lui-même servi de modèle à Géricault pour l'une des figures du radeau, allongée sur le sol de son atelier. Et 11 ans plus tard, quand vient le moment de bâtir le socle de sa propre révolution, la liberté reprend quelque chose de cette composition d'une manière impossible à manquer. Delacroix ne cherche pas un corps nouveau. Il reprend une figure du tableau de son ami disparu, une figure dont il connaît physiquement la pose, puisqu'il l'avait lui-même incarnée quelques années plus tôt. À mon avis, Delacroix ne rend pas seulement hommage à un maître perdu. Il montre, par ce simple emprunt de posture, que le triomphe et le naufrage sont taillés dans la même chair. La révolution qui avance et le radeau qui coule ne sont, au fond, que la même scène vue sous un angle différent. Des corps humains, jetés les uns sur les autres, en train de décider s'ils vont survivre ou sombrer. Ce tableau n'a jamais fini de diviser ceux qui l'étudient, et c'est souvent le même détail qui alimente les 2 lectures opposées. Pour la conservatrice Hélène Toussaint, la scène reste un hymne sincère à l'union nationale, où bourgeois, ouvriers et étudiants se rejoignent dans un seul élan, malgré le chaos. Pour d'autres historiens, comme Nikos Hadjinicolaou ou Thomas Croc, ce même chaos raconte le contraire. La toile trahirait la peur, bien réelle, qu'une bourgeoisie libérale éprouve devant une violence de masse qu'elle vient pourtant de rejoindre. Une poignée d'historiens vont plus loin encore et lisent dans les corps dévalisés et les visages déformés une critique voilée des insurgés eux-mêmes. Rien, dans les écrits de Delacroix, ne vient confirmer clairement cette dernière piste. Elle reste une clé parmi d'autres, pas une preuve. Nous ne saurons jamais avec certitude ce que Delacroix pensait vraiment, ces 3 mois-là, de la révolution qu'il peignait. A-t-il vraiment cru à ce qu'il peignait, ou a-t-il simplement senti, avec le flair d'un grand peintre, que ce sujet allait faire sa carrière ? Ces lettres de l'époque restent d'une prudence presque calculée, et lui seul aurait pu répondre. Ce qu'on sait, en revanche, c'est ce que ce tableau a produit après lui. Devenu politiquement embarrassant pour le nouveau régime, il est retiré de l'exposition publique dès les premières années de la monarchie de Juillet et passe près de 40 ans loin des regards, avec quelques brèves réapparitions. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée que cacher ce tableau dans un placard revient à faire ce que fait un enfant qui ferme les yeux devant un monstre. Cela ne change rien au monstre, cela arrête seulement de le regarder. En 1848, une nouvelle révolution éclate et le tableau est réexposé, pendant que le régime qui l'avait fait disparaître s'effondre à son tour. Et ce garçon au pistolet, croisé plus tôt, continue d'habiter notre imaginaire d'une autre manière encore. Plus tard, le bras levé de la liberté trouvera un écho spectaculaire dans une autre liberté française, celle du sculpteur Auguste Bartholdi, offerte à New York, sans qu'on puisse transformer cette ressemblance en filiation documentée. Les 2 bras, pourtant, disent la même chose. Une main qui tient quelque chose au-dessus de la mêlée, assez haut pour qu'on la voie de loin. Près de 2 siècles ont passé, aujourd'hui la toile est de nouveau là,
dans la salle Molien, une jambe posée sur un mort dont une seule chaussette suffit encore à rouvrir toute l'histoire. Comparez une dernière fois ce corps à celui du radeau de la Méduse. Combien de ressemblances précises pouvez-vous compter entre les deux? Et cette chaussette bleue, à elle seule, vous convainc-elle que Delacroix cite vraiment Géricault?